l'ambition, c'était vraiment de créer un cours qui permette de construire un dispositif qui aide et qui équipe en fait les étudiants dans la construction, l'expérience d'une critique, de la gestion et puis de la communication. Hein, donc c'était vraiment de se dire, bon bah alors, du point de vue de l'éducation à la critique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme dispositif pour? Et on a décidé de construire un dispositif qui soit interpellant, c'est-à-dire qui interpelle les étudiantes et les étudiants dans leur métier d'étudiant, c'est-à-dire par rapport à l'économie et par rapport à la gestion qu'ils sont en train d'étudier, par rapport à l'image qu'ils ont et comment ils sont formés à la communication. Et donc on a voulu aller les provoquer, les titiller sur ces connaissances et sur ce qu'ils pensent qu'il est normal d'attendre de gestionnaires ou de professionnels de la communication. Et donc le dispositif que l'on a construit, bah, il s'est d'abord constitué de ce qu'on a appelé des expériences confrontantes, c'est-à-dire qu'on leur a raconté n'importe quoi, on leur a raconté des bobards, mais qui paraissent super crédibles, parce que dans un langage qui vient de l'entreprise, dans un langage qui est très cohérent avec certains discours qui sont véhiculés, et puis à un moment donné, on les a confrontés. C'est-à-dire qu'on est allé très loin dans ce qu'on racontait, on va aller dans le détail après. Et on voulait que ce soit le choc de départ pour nos étudiants, pour qu'ensuite ils puissent comprendre qu'il y a des choses qui ne sont quand même pas acceptables et que ça fait partie de leur métier aujourd'hui d'étudiants, mais demain de citoyens et d'universitaires dans la société, de se poser certaines questions. On peut avoir des étudiants qui sont très bons théoriquement, méthodologiquement, techniquement et tout ce qu'on veut. À un moment donné, il y a cet aspect-là, critique. Là, il y a quelque chose sur lequel il faut travailler. L'idée est bien de former des personnes qui sont capables à la fois de s'intégrer dans un milieu professionnel de manière opérante, mais être capable de réfléchir à ce contexte-là, à le questionner, à l'interroger, à l'améliorer. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Alors, ce qu'on a voulu faire dans cette expérience confrontante et donc dans ce cours piège, c'était partir d'une situation réelle qui est le cas de nouvelles formes d'organisation du travail, ces organisations qui font rêver, où on vit en pantoufles, où tout le monde est cool, et où on mise sur le bien-être, avec beaucoup de pratiques observées, observables. Et puis on a voulu leur montrer, donc on est parti de vidéos réelles d'entreprises, avec tous les dispositifs qui sont mis en place dans ces entreprises que vous imaginez bien, mais dont on taira le nom ici. Et puis, on a commencé à les questionner et donc à dire, mais au fond, mais pourquoi ça marche? Quelles sont les conditions qui font que dans ces organisations-là, finalement, les travailleurs sont heureux, parce qu'ils sont heureux, hein, on l'a bien vu dans les vidéos, sont productifs, etc. Et donc on a commencé dans un exercice finalement de questionnement qui est assez crédible avec l'approche universitaire, à amener des éléments, alors d'abord de type organisation de l'espace de travail, mais finalement c'est parce que les gens travaillent tous au même endroit ensemble, dans un grand bruit, etc., que ça se passe bien. Mais on a aussi des études qui montrent que travailler comme ça dans des open space, avec le bruit, c'est pas évident. Donc, qui sont les travailleurs qui résistent le mieux, qui sont les plus aptes, c'est là où ça commence un petit peu à dériver évidemment, qui sont les plus aptes à résister à ces conditions de travail. Et donc on a amené des données sur le fait que c'était les femmes, par exemple, les femmes qui ont plus de 3 enfants et surtout des enfants en bas âge, qui sont habituées au bruit, etc., qui sont les plus à même et les plus productives sur ce type d'espace de travail, ce qui est tout à fait faux, hein, évidemment. Et puis on a amené des études sur l'ethnie, hein, et donc on a montré qu'il y a énormément, par exemple, d'Asiatiques dans ces vidéos, et que c'était bien connu. Il y a des études, et là tout à fait crédibles, qui montrent qu'effectivement, en fonction de l'ethnie, il y a un degré d'oisiveté qui est plus ou moins élevé. Et puis on a commencé comme ça à amener des arguments qui sont tout à fait inacceptables, qui sont discriminatoires, qui sont illégaux, etc., mais qui, partant et étant dans un langage orienté performance, productivité, pouvait constituer un ensemble assez crédible. Et ce ne fut pas évident, y compris pour nous, de rester nous-mêmes sérieux en amenant toutes ces données, tellement certaines choses nous paraissaient
grossière, mais voilà comment ça s'est passé. Alors, ils ont réagi de manière assez diverse. Je dirais que la réaction majoritaire, ce fut le silence. Et un silence très interpellant pour nous. Et donc, ça veut dire qu'il a fallu aller chercher dans certaines situations le feedback, leur demander des questions. J'étais très frappé que dans un public en économie-gestion, les premières réflexions soient très instrumentales. Et donc, soit sur la technique managériale. Oui, mais alors, si on investit dans de telles pratiques, comment est-ce qu'on est sûr que ça mène une performance accrue? Passant à côté de toutes les dimensions éthiques et choquantes. Hein. Donc, là, quelque part, c'est très interpellant. Ça montre que ces cours ont tout à fait leur place dans nos formations, parce que ça montre aussi peut-être que l'enseignement de l'économie et de la gestion est très technicien, et en tout cas qu'il est perçu comme cela. Je ne dis pas qu'il l'est, mais que nos étudiants perçoivent ces disciplines comme des disciplines hyper pratiques, et un rapport évident, et que tout est permis au service d'une meilleure performance de l'entreprise. Et puis dans un public plus pluridisciplinaire, on a eu des réactions. Et on a eu des réactions alors modérées, on a eu des réactions dans deux sens. On a eu des réactions d'approbation, ah ben oui, c'est bien de dire ceci, etc. Et puis on a eu des réactions choquées. Et on a eu des réactions d'étudiants choqués, je pense, parce que issus d'expériences, quand on a débriefé ensuite, qui étaient des expériences discriminatoires, et donc qui en ont été les victimes, et donc qui ont vraiment eu des attitudes de rejet par rapport au discours qui était proposé. Et puis on a eu des étudiants qui ont fait fonctionner leur démarche critique, très peu, et donc qui ont été cliqués sur les sources qui étaient mentionnées dans les slides et qui étaient des fausses sources. Et donc ils sont tombés sur un site qui leur disait « Bravo, hein, vous avez découvert que ceci était faux, ne le dites pas à vos camarades. » Voilà. Voilà les réactions qu'on a eues. Est-ce que le monde, il ne fonctionne pas comme ça Est-ce que c'est pas là-dessus justement qu'il faut essayer de créer du changement? Au lieu de continuer là-dedans et de nous, les nouveaux, nous futurs, nous enseigner de faire comme ça, est-ce que c'est pas... Et votre prénom? C'est Cyril. Cyril? Cyril, est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faut agir pour amener du changement? Cyril, merci. Je me suis juste senti un peu bête parce que pendant un petit temps, j'y ai cru quand même à tous ces trucs. Donc, dans un premier temps, c'était vraiment une expérience grandeur nature où on était en auditoire et on était filmé, mais on ne savait pas ce qu'on nous présentait, c'était faux ou à moitié faux, ou en tout cas arrangé, et que c'était vraiment le but de voir notre réaction face à des présentations d'articles parfois, des conclusions d'articles un peu farfelus ou des vidéos très... tout le monde dit il est beau, il est mignon, alors que c'est du faux. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais eu dans aucun cours, et pourtant je viens de psycho, donc c'est dire. Ce cours où il y avait plein de fausses informations, et c'était 1 heure de fausses informations pour voir si on réagissait. Et au début, quand le professeur Tinska nous a dit que toutes les informations étaient fausses, j'ai vraiment vécu ça comme une perte de temps. Je me suis dit, voilà, je viens de prendre 1 heure pour venir, j'ai tout noté. Et bon, je me suis posé des questions pendant le cours en me disant, tiens, qu'est-ce que c'est de ça? Mais voilà, j'ai quand même tout noté, et je me suis dit, bah voilà, j'ai perdu 1 heure à noter pour rien. Et puis après, quand le professeur Tasquin a expliqué pourquoi il avait fait ça, etc., j'ai commencé un peu à comprendre. Et c'est là que j'ai compris à quoi allait servir le cours. Enfin, moi, en tout cas, j'ai été choquée, mais dans le bon sens. Dans le sens, pas que je me sente mal que vous l'ayez fait, justement, qu'on se sente un peu mieux, parce que du coup, on se dit qu'il y a certains profs qui, justement, essayent de mettre en place le fait qu'on puisse se poser plus de questions que ce qu'ils nous disent, et qu'on ait le droit de venir dire que pour nous, c'est pas la bonne réponse, ou que pour nous, c'est pas vers cette direction qu'il faut aller. Donc, oui, c'est un côté bénéfique, je trouve. Ensuite, on a dû un peu apprendre par nous-mêmes, lire un chapitre du livre, lire des articles. Ensuite, on avait une séance de questions-réponses pour un peu voir et prendre la température au niveau de l'auditoire, ce qu'on avait compris du projet, ce qu'on avait compris de ce qu'on allait devoir fournir comme matériel et comme support à la fin du quadrimestre.
Ensuite, on a eu 3-4 rendez-vous avec l'assistant. Et donc, ça, c'était en petit groupe. Et ça, c'était bien parce que c'était vraiment personnalisé et adapté à chaque sous-groupe. Et de fois en fois, on avait des questions. On y voyait de plus en plus clair dans le projet et ce qui était vraiment attendu de nous. On pouvait poser des questions plus précises aussi, notamment quand on a fait le scénario. Ben voilà, on s'est vraiment efforcé qu'il soit le plus abouti possible et que l'idée soit la plus approfondie possible pour avoir un feedback le plus complet possible du coup. Ensuite, on a filmé. Pour la fin des vacances de Pâques, on devait rendre notre vidéo et notamment les fiches descriptives de la vidéo. Donc, il y avait une fiche qui décrivait le scénario, une autre fiche qui décrivait les sources qu'on avait utilisées et il y en avait une troisième expliquant vraiment les concepts qu'on avait tirés de la littérature. Donc, c'était vraiment voilà, une fiche qui faisait le lien entre la littérature et notre application pratique qui était la vidéo et qui nous a aussi beaucoup servi pour pouvoir débriefer. Et après les vacances de Pâques, on a dû évaluer une autre vidéo sur le même thème que nous. Et vice-versa, notre vidéo a été évaluée par un autre groupe. C'est très important de débriefer, hein. Donc le but n'est pas de choquer les étudiantes et les étudiants, le but n'est pas de provoquer, le but est vraiment de montrer qu'il y a une attitude à avoir par rapport à certaines formes de discours et à certains contenus tout simplement de discours, et que rien ne justifie un silence, parce que être silencieux, c'est tacitement accepter les choses. Voilà, l'idée c'était vraiment avec eux de prendre le temps de leur montrer que c'était faux, et qu'en tant qu'étudiantes et qu'étudiants, ils doivent poser des questions. Poser une question, c'est pas remettre en question une forme d'autorité, c'est montrer de la réflexivité, c'est en fait faire son travail d'étudiante ou d'étudiant à l'université. Et donc cette expérience confrontante, elle prend un cours, hein, c'est-à-dire 2 heures, avec une première partie qui est effectivement l'exposé de tout ce qui semble naturalisé, et puis une deuxième partie du cours, voire un petit peu plus, qui est consacrée au débriefing. On a piégé différents publics, hein, y compris le public du cours de perspective critique en management, et ça c'était le démarrage. Et ensuite tout le reste du cours a été constitué de séances de classe inversées. On a l'occasion d'amener les différents concepts qui permettent de construire une vraie critique, une critique appliquée, hein, je dirais pertinente pour la gestion, hein, et dans des processus où les étudiants se sont saisis et puis ont mis eux-mêmes en œuvre et ont expérimenté encore différemment la construction d'une critique. Oh, c'est qui? Un programme de mentorat? Ça peut être intéressant. Aline? Ah oui, la petite nouvelle du recrutement. Oh, la chanceuse, elle n'aurait pas pu avoir meilleur mentor que moi. Mais attends, pourquoi? J'ai pas besoin d'aide. Je m'en sors très bien tout seul. Ça y est, il me remplace. 69 ans, 48 ans de carrière, jamais malade. J'ai tout fait pour cette entreprise. Et voilà où on en est. Nom de Dieu. Ok, je fais ça. Salut. C'est quoi encore cette connerie? À croire que je ne sais pas faire une fiche de salaire toute seule. Oh tiens, mon mentor c'est Jean-Marie. Il est quand même là depuis toujours. Je suppose qu'il va apprendre quelques petits trucs. Allez, why not? Jean-Marie, je peux entrer? Viens, mes petits. Et donc là, tu reportes comme ça. Puis ne pas oublier d'ajouter les heures supplémentaires qu'il a effectuées ce mois-ci. Au total, c'est 8. Plus il a un jour férié à 100%. Alors lui, il est né en octobre. Donc il ne faut pas oublier sa prime anniversaire. Ça va, Aline?
Oui, ça va, tout est clair, mais par contre, ce serait pas plus rapide d'utiliser votre PC, c'est quand même pour demain. Tu remets ma façon de travailler en question? 50 ans de carrière, pas une seule erreur, pas une seule seconde de retard. Crois-moi, il n'y a pas mieux comme méthode. Le papier, il n'y a rien de tel. Il a pas tort, le vieux, finalement. Il est quand même là depuis 50 ans. Donc on l'aurait déjà viré si sa méthode était mauvaise. Vous, les jeunes, hein, il serait grand temps que vous reveniez au basique. Bah, il avait raison. On a rendu les fiches en temps et en heure. Finalement, pas si mal sa méthode. Et j'ai quand même appris quelque chose. Bonjour Aline, ça a été ce mentorat avec Jean-Marie? Oui, très bien, j'ai beaucoup appris, je vais pouvoir appliquer tout cela rapidement. Bien, ben fais attention tout de même, hein. On a suivi les procédures RH d'apprentissage de l'entreprise à la lettre, mais Jean-Marie est loin d'être un expert. C'est un vieux dinosaure qui n'en fait qu'à sa tête. On passe notre temps à repasser toujours derrière lui pour le corriger. Mais le pire de tout, c'est qu'il ne veut même pas admettre qu'il a tort. Les différentes scènes que vous avez pu visionner n'étaient en réalité que de la tromperie. En effet, chaque scène a été imaginée afin de vous amener à une certaine réflexion vis-à-vis du mentorat. Toutes les réactions ont été exagérées. La scène où Aline est hyper connectée est un bon exemple. Mais quel était le but de notre vidéo? On a décidé de dénaturaliser le mentorat traditionnel pour ensuite dénaturaliser le programme du mentorat en général tout en citant des alternatives et enfin dénaturaliser ces dernières en proposant d'autres. La première phase de dénaturalisation du mentorat traditionnel se décompose en 3 principales critiques. La première critique est le transfert de compétences unilatérales. Si l'on en suit la théorie, le mentor doit apprendre au mentoré. Il lui transmet ses savoirs à travers un apprentissage. Cependant, cet échange se fait à sens unique, ce qui implique qu'il n'y a pas d'apprentissage et de développement mutuel. La seconde critique est la relation de pouvoir et de légitimité dans l'entreprise. Le pouvoir et l'expérience peuvent être perçus comme un frein à l'apprentissage. C'est la raison pour laquelle, mentors comme mentorés doivent pouvoir affirmer leurs différences et reconnaître leur rôle. L'âge et l'ancienneté ne sont pas source de pouvoir et de légitimité. La dernière critique porte sur le changement et l'innovation. Les services RH ont peu tendance à favoriser le programme ADECO. Ils ont recours à l'ancienne méthode, à savoir le mentorat traditionnel, pour une question de facilité. La deuxième phase consistait à dénaturaliser le mentorat en général. Grâce à Mullen, nous pouvons constater qu'il existe différentes possibilités de mentorat et que le mentorat traditionnel n'est pas forcément la solution la plus efficace. Ces mentorats alternatifs répondent aux limites du mentorat traditionnel. Le mentorat inversé se distingue parmi les différentes alternatives vues précédemment et est considéré, d'après la littérature, comme étant l'une des meilleures solutions. C'est un mentorat par lequel les employés juniors, avec plus de compétences, sont jumelés avec des managers pour aider le travailleur avec plus d'expérience à acquérir plus de connaissances. Comment justifier le choix d'une personne comme mentor et comment s'assurer du bon déroulement du processus? Bien qu'il paraisse naturel que la personne ayant le plus d'expérience apprenne à une nouvelle recrue, parfois celle-ci n'est pas la plus appropriée. Parmi toutes les alternatives proposées, aucune d'entre elles n'est considérée comme étant LA solution miracle au problème d'apprentissage lié au mentorat. La troisième phase de dénaturalisation consistait à repérer les alternatives d'apprentissage au mentorat en général. Il en existe plusieurs. En voici 3 exemples liés à leur but. En effet, la méthode d'apprentissage et de développement choisie dépend de la situation et des personnes concernées. C'est donc au cas par cas, il n'y a pas de solution miracle. Chaque action a volontairement été exagérée. La mise en place du programme sont suivies, les non-remises en question de nos personnages, etc. Le cas de nos 3 personnages est une preuve que beaucoup ne remettent pas en question les dires et vont privilégier ce qui semble aller de soi. Nous, ce dont nous sommes persuadés, c'est qu'il y a une critique qui est propre au contenu disciplinaire que nous enseignons. Et on part d'un mot-valise, et en dénaturalisant, en décortiquant ce mot-valise, en se demandant pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il a tant d'impact, il est tellement utilisé, eh bien en fait, on en vient à déconstruire et à oser questionner le modèle de société, le modèle d'entreprise, le modèle médiatique, ces modèles-là dans lesquels nous sommes, et que l'on a quand même du mal à questionner aujourd'hui. Et donc c'est en partant de ça que l'on arrive à
en allant vers d'autres disciplines, hein, c'est ça la richesse aussi de la critique, qu'on arrive à questionner des choses beaucoup plus fondamentales. Et c'est ça qu'on veut amener. C'est une critique qui est spécifique à la gestion, qui est spécifique à la communication. Donc c'est une critique qui doit s'enrichir de contenu spécifique. Ce n'est pas qu'une critique méthodologique. Je pense un bon sujet de critique dans nos disciplines, c'est à partir du moment où quand on pose des questions, et quand on pose des questions aux étudiants, quand on pose des questions aux managers, aux professionnels de la communication, de la gestion, c'est quand, après 2-3 questions, la réponse est « oui, mais c'est comme ça, c'est parce que c'est comme ça ». Alors là, on est sur quelque chose qui est naturalisé et qu'il faut arriver à questionner. On travaille dans des disciplines dans lesquelles il y a énormément d'approches qui sont plutôt des approches orientées vers le fait de convaincre, quelque part de faire passer des idéologies, alors qu'elles soient portées par des logiques commerciales, des logiques d'image d'entreprise, etc. À un moment donné, mais poser justement, et notamment auprès de personnes qui seront amenées plus tard aussi à faire des stratégies de communication ou faire des stratégies de management, à prendre ce recul pour que même ces stratégies-là, à un moment donné, soient toujours questionnées sur quelque chose qui est plus fondamental que Dewey avait appelé, c'est l'éthique. Et ça, je pense que c'est fondamental, surtout quand on est en démocratie, lorsqu'on veut faire travailler l'esprit critique, c'est à un moment donné ramener une éthique humaine là-dedans en disant posez-vous la question un petit peu des effets sur d'autres personnes, des effets de ce que vous dites, de comment vous le dites, à qui vous le dites, pourquoi vous le dites, et tout ça, à un moment donné, impose de pouvoir prendre ce recul et ce questionnement. Et c'est ça l'essence. En management, il y a tout un courant en fait, qui s'est structuré, qui s'appelle les Critical Management Studies, hein, donc les études critiques en management. Et c'est une belle structuration, c'est-à-dire que c'est un courant pluridisciplinaire qui apporte des contenus qui sont utiles pour construire une critique de la gestion. Et on va puiser en sociologie du travail des organisations, en philosophie du travail, mais aussi en sciences politiques, en économie hétérodoxe. Eh bien, ça nous offre un cadre, et ça nous offre un cadre qui nous permet de dénaturaliser les évidences managériales dont on parlait tout à l'heure, mais de questionner, sont des clés, de questionner des éléments précis. Par exemple, les rapports de domination, hein, les questions de pouvoir. Derrière chaque pratique de gestion, derrière chaque communication, il y a des éléments de langage, il y a des messages, il y a des éléments symboliques. Une autre dimension à questionner, c'est la réflexivité. Et donc, c'est effectivement de pouvoir, à un moment donné, se demander comment soi-même on agit dans le type de connaissances que l'on produit, mais aussi d'où viennent ces connaissances qu'on nous enseigne et dans quelles conditions est-ce qu'elles sont produites. Et donc, effectivement, de créer les conditions du dialogue dont Thibaut parlait. Et puis, une dimension de performativité. Hein, l'idée, c'est de se dire que les sciences de gestion, les sciences de la communication, quelque part, orientent et prescrivent certains comportements. Et donc, c'est d'arriver à se rendre compte qu'il y a une volonté, quelque part, de prescription, de dire « ça, c'est mieux que ça hein, ». C'est ça qui est pertinent, de se poser ces questions-là. Et c'est mieux sur quels critères. Et donc l'idée qui est importante aussi, c'est d'arriver à construire cette critique, mais de rester au niveau de l'organisation, de rester au niveau des pratiques de management, des dispositifs de gestion et de communication. On est au-delà des dilemmes éthiques. On est au-delà des dilemmes éthiques qui questionnent un individu par rapport à ses croyances. On est vraiment sur des questions qui, au final, devraient permettre de gérer mieux les organisations. Et donc on sent qu'il y a aussi des fondements moraux qui sont questionnés, et c'est ça qui est à la fois très compliqué, hein, mais à la fois tout à fait nécessaire et stimulant. Alors dans le champ de la communication, alors de l'éducation média, je dirais de manière plus précise, il y a un courant qui s'appelle Critical Media Literacy, donc c'est assez proche finalement du courant ici que Laurent a décrit, qui s'inspire très fortement d'un courant notamment né en Angleterre qui s'appelle les Cultural Studies, avec Richard Hogarth, Stuart Hall et d'autres personnes qui ont travaillé en fait sur finalement des cultures diverses, on va dire, de la société, et justement une perspective qu'ils remettaient en question, c'était parfois la vision uniformisée ou un peu homogénéisée en fait. Il y a un article de notre collègue sociologue Jean Domain qui avait travaillé sur la sociologie critique, et j'aime bien son idée en disant, quand on parle de critique, alors, dans son cas en sociologie, il dit ce qui fait la critique, c'est l'articulation sur le plan sociologique entre la volonté de comprendre le social
le décrire, comprendre les problématiques sociales et agir dessus. C'est ça qui fait la critique. C'est cette volonté de vouloir travailler sur les 3 pans. Avec toutefois un double risque. Le risque de surinclusion et le risque de sous-inclusion. Et c'est quoi? Le risque de surinclusion, c'est prendre toute forme de réflexivité comme une forme de critique. La critique, elle va apparaître vraiment quand on a ces étapes de problématisation, d'identification vraiment finalement des défaillances, on va dire, de la société, des difficultés qui sont vécues par certaines personnes, et donc et l'identification des moyens de s'en sortir pour essayer de proposer des solutions alternatives. Là, on est vraiment dans une dynamique critique. Et donc, par exemple, en management, c'est dire, vous voyez bien que là, on est en train d'avoir une vague, par exemple, sur des questions d'agilité. Qu'est-ce que ça fait, quoi? Qu'est-ce que ça fait dans les organisations, dans les structures, et comment ça transforme les personnes, ça pèse sur leur manière de travailler, etc. Mais il y a aussi un risque de sous-inclusion, c'est-à-dire de prendre, par exemple, une école critique. Alors, vous pouvez mobiliser Bourdieu, Foucault, Marx ou autres. Le risque, c'est à la fois de s'attacher à une forme d'idéologie critique, sans en interroger d'autres, parce que chacune d'entre elles va offrir un éclairage particulier. Donc c'est important aussi dans la critique d'aller chercher un appareillage un peu plus compliqué. Ce que je trouve vraiment fascinant, c'est qu'à partir du questionnement d'une pratique, Ouais. avec ce bon outillage, on révèle en fait le système de pensée dans lequel on est. Et donc, Ouais. ce qu'il est normal d'attendre des travailleurs, des professionnels de la communication, du management, d'une entreprise en termes de finalité. Et donc, ce qu'il est normal d'attendre dans quel système. Et c'est ça qui est, je trouve, assez passionnant. Et donc, par exemple, un des mots bateaux aussi en vogue aujourd'hui, c'est le bien-être dans les entreprises. Chaque entreprise développe une politique de bien-être, le bien-être, etc. Eh bien, des auteurs critiques comme André Spicer, par exemple, vont étudier ça en parlant plutôt du syndrome du bien-être et de ce que ça témoigne sur ce qu'il est normal d'attendre aujourd'hui des gens dans la société, et y compris dans l'entreprise. L'entreprise, c'est jamais qu'une partie, enfin, ce qui se vit dans la société se vit aussi dans l'entreprise. Toutes les tensions, les questions d'inclusion, etc., se vivent aussi dans l'entreprise. Et donc, quelque part, c'est de voir aussi les choses comme des injonctions. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les entreprises doivent montrer qu'elles font attention au bien-être de leurs travailleurs? Et comment ça se traduit? La corbeille de fruits, la table de ping-pong, tout le monde est bien heureux. Et donc, ils ont mené des études fascinantes. Ils ont participé à ces team building complètement fous, où tu as des managers qui prennent chaque jour des décisions super importantes et puis qui font les foufous en sautant, en s'envoyant des petits ballons, enfin, tu vois, toutes les petites choses qu'on voit en team building. Et ils se sont demandé comment des personnes aussi intelligentes peuvent faire des trucs aussi stupides dans telle situation. Et donc, qu'est-ce que ça révèle sur ce pouvoir, quelque part, cette domination d'une certaine manière de voir l'entreprise, de voir les comportements qui sont attendus, etc. Et donc, de ce qu'il est normal d'attendre, finalement, il faut s'amuser dans une entreprise aujourd'hui. Il faut montrer qu'on est heureux, il faut prendre en compte sa santé, il faut plutôt faire du sport, etc. Et l'entreprise contribue à cela. On s'est retrouvés sur un projet de recherche, sur les nouvelles formes d'organisation du travail. Et donc à partir de là, on a échangé parce qu'effectivement, on avait des expertises qui se complétaient super bien. Et ça, c'est la richesse de la pluridisciplinarité. Et dans la manière d'appréhender ces objets et ces réalités, on s'est aperçu qu'on avait le même regard critique, alors qui n'est pas un regard néophyte, mais qui est un regard ancré dans certaines théories et dans certains principes. Et ça a été une super rencontre. Je pense que ce qui peut inspirer d'autres collègues de notre expérience, et en tout cas une recommandation qu'on pourrait leur faire, c'est de questionner l'étudiant en fait, dans son métier d'étudiant. Et je pense que c'est parce que nos étudiants ont été pris au piège et donc ils se sont questionnés sur eux-mêmes, l'attitude qu'ils ont dans l'apprentissage de toutes les matières auxquelles ils sont confrontés durant leur parcours universitaire, qu'on les a accrochés, qu'on a éveillé quelque chose. Moi, le conseil, c'est d'abord à nos collègues, c'est vraiment de se dire d'abord, qu'est-ce qui manque dans le profil d'étudiant que j'ai, quelles sont les choses qui m'ont interpellé et sur quoi on doit travailler. Parce que la critique, elle s'applique toujours à des situations, à des problématiques. C'est quels sont les problèmes. Et à partir de là, pouvoir alors du coup travailler la méthode critique. On va arriver par rapport à un problème à une solution critique, un questionnement critique. Et même ce questionnement, il faut arriver à le questionner.
Et donc, c'est en ça où ça devient quelque chose qui se capitalise et qui devient ancré dans un programme. C'est au moment où ça s'est ancré. Donc, pour moi, il faut se lancer une première fois. Et après, ce sont des choses qui commencent à se diffuser dans les programmes. Mais c'est important, c'est fondamental. Ce que je retiens, c'est la nécessité d'avoir ces cours et ces espaces pour construire effectivement une critique. Mais c'est aussi la nécessité de former à la critique. Et donc d'équiper. C'est pas tout de vouloir finalement diplômer et avoir en fin de cursus des étudiants qui soient critiques. C'est une vraie formation. Et ça passe par des contenus spécifiques. Ce que je retiens, c'est que c'est compliqué aussi de former à la critique. Et donc notre ambition, c'était aussi par cette expérience et par cette vidéo finalement, de permettre à d'autres collègues de trouver des repères, d'engager un dialogue pour pouvoir s'inspirer de cette expérience imparfaite que l'on va améliorer, qu'on va poursuivre, mais qui a apporté quelque chose. Et ce que je retiens, c'est quand même que pour nos étudiants, ça a été une expérience choc. Et donc on avait parlé d'expérience confrontante, et j'espère qu'il leur en restera quelque chose, et notamment ce réflexe à questionner et puis aller rechercher parmi les concepts qu'on a partagés avec eux, eh bien, certains contenus pour pouvoir les appliquer tout au long de leur formation et de leur vie professionnelle.